bonjour Monsieur Stéphane Artano. Bonjour. Vous êtes le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon et vous êtes également président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Alors merci de nous accueillir dans son numéro de Regard d'Actu. Ensemble, on va détailler tous les dossiers dans lesquels vous avez, la fonction et revenir sur les sujets d'actualité. Alors ma première question sera, vous avez reçu hier les maires ultramarins en présence de Gérard Larcher. Quel bilan tirez-vous de cette rencontre et des échanges que vous avez eus? On avait organisé cet après-midi débat avec la volonté du président Larcher et de la délégation de pouvoir donner la parole aux maires de manière totalement libre et sans filtre, ce qui explique qu'on avait également invité et donné la parole en priorité aux présidents d'associations des maires et puis aux maires qui étaient présents dans la salle, présents nombreux d'ailleurs puisque la salle était complète. La volonté, c'était pour nous de faire un état des lieux, des freins qu'ils rencontrent au quotidien dans leur gestion de leur municipalité, chacun dans leur territoire respectif. Et puis on a pu évoquer évidemment la gestion des déchets, sur lequel le Sénat va bientôt restituer un rapport, donc de les entendre aussi sur les freins que eux identifient en tant que maires, et puis de voir si finalement la réponse à ces freins ne passe peut-être pas par une révision institutionnelle. C'est un travail qui a été engagé par Michel Magras en 2020, et que nous avons avec Micheline Jacques relancé pour réinterroger les collectivités, pour faire un état des lieux finalement actualisé en se disant est-ce que certaines collectivités souhaiteront ou pas faire évoluer certains types de compétences, voire lever certains blocages législatifs sur lesquels le Sénat sera évidemment à leur écoute. L'idée est bien que les collectivités expriment leurs besoins et que le législateur traduise. Nous sommes ici au Sénat la Chambre des collectivités, donc nous sommes là pour faire en sorte que leur vocation, leurs souhaits soient traduits et respectés dans le texte, dans la mesure où effectivement le Sénat est suivi par le gouvernement. Tous ces dossiers que vous avez évoqués, vous les suivez attentivement au sein de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Vous avez notamment lancé des auditions sur la gestion des déchets, sur la question de l'évolution statutaire. On va commencer sur la question de la gestion des déchets. Pour vous, quel constat faites-vous en Outre-mer ? Alors, je ne vais pas dévoiler les recommandations qui vont être arrêtées par les deux rapporteurs, Gisèle Jourda et Viviane Malet, dans les quelques semaines qui viennent maintenant. Ils sont en train de les finaliser. Alors, les constats, ils sont, je pense, quasiment connus par tout le monde. Et d'ailleurs, la situation est un peu différente sur certains territoires. Certains rencontrent des problèmes de collecte des déchets. Certains rencontrent des problèmes de collecte et traitement des déchets, quand d'autres ne rencontrent que des problèmes de traitement. Donc on voit bien que la situation est assez disparate. On a quand même des effets de seuil sur des territoires ultramarins qui sont quand même de taille restreinte par rapport à des investissements lourds. Si vous prenez par exemple une structure de type d'incinération avec l'ensemble des normes environnementales qui s'imposent, on n'arrive parfois pas à des seuils suffisants sur un territoire. Donc comment est-ce qu'on traite ces sujets? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les territoires ultramarins puissent exporter des déchets qui sont dits dangereux et qui relèvent d'une réglementation internationale? On a eu le cas récemment, par exemple, à La Réunion, avec des conteneurs de batteries de voitures qui sont restés stockés pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois sur le quai, parce qu'aucun transporteur maritime ne souhaitait les prendre en charge. Donc ce sont quand même des questions qui se posent, parce que les acteurs locaux sont eux confrontés à ces situations, et on doit là trouver la manière dont on peut faire en sorte que nos territoires puissent répondre à l'exigence environnementale qu'ils sont tous porteurs. C'est une problématique très prégnante au sein de votre territoire. On sait que c'est un petit territoire aussi et qui est confronté à ce problème de gestion des déchets. Avec quasiment 6000 habitants, Saint-Pierre-et-Miquelon, vous vous rendez compte que très rapidement qu'il y a un effet de seuil en termes d'investissement. Aujourd'hui, on brûle encore à ciel ouvert, j'ai envie de dire, les déchets, une partie des déchets, puisque des dispositifs de tri sélectif ont été mis en œuvre pour réduire à la source au maximum, j'ai envie de dire, à l'entrée sur la décharge, le volume de déchets concernés. Donc on trie les cartons, on trie le verre, etc. Donc on trie un certain nombre de choses. Mais on se rend compte que malgré tout, il manque des investissements pour permettre aux deux communes qui sont en charge de la gestion des déchets ménagers. Alors la particularité chez nous, c'est qu'elle traite non seulement les déchets ménagers, mais elle traite aussi les déchets électroniques, elle traite aussi les déchets d'entreprise. Et aujourd'hui, autour de table, tout le monde n'est pas forcément acteur de cette gestion. Vous êtes quasiment consommateur dans la mesure où si je suis une entreprise, j'apporte mes déchets, je paye une redevance en rentrant sur la décharge, mais c'est l'équipe municipale qui doit gérer derrière. Donc il y a là certainement à questionner effectivement la responsabilité de tous les acteurs. Mais oui, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est encore plus prégnant qu'ailleurs. On rencontre les mêmes types de difficultés qu'on a pu voir dans d'autres territoires. C'est pour ça que j'avais souhaité que les deux rapporteurs
puisse venir voir à Saint-Pierre-et-Miquelon quelles étaient les contraintes avec un territoire nord-américain, avec des normes différentes. On achète des produits au Canada et ce même Canada refuse que nous les exportions en qualité de déchets parce qu'il les considère comme dangereux. Donc on voit bien le paradoxe finalement quelque part de cette consommation régionale et de l'intégration de Saint-Pierre-et-Miquelon dans son environnement sur le dossier gestion des déchets. Donc c'est un dossier épineux sur lequel des investissements visiblement ont été accompagnés par l'État. Il devrait, je pense, être mis en œuvre dans les 12 mois maintenant qui viennent par les équipes municipales. Mais c'est un dossier qui demande du temps. Ce temps que la population parfois n'accepte pas parce que là aussi on peut être acteur de ce qui se passe en termes de gestion par une collectivité sans trop comprendre effectivement les enjeux qui sont derrière. Et je pense qu'on doit aussi, en tant qu'acteur politique, expliquer les choses, ne pas jeter la pierre parce que c'est un dossier qui est complexe sur l'ensemble de nos territoires, y compris sur celui que j'ai la chance de mieux connaître, Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc il faut aborder ces sujets avec beaucoup d'humilité, mais on a une exigence environnementale, on a une exigence en termes de qualité de vie également, on a une exigence évidemment sanitaire. Toujours sur le terrain de votre territoire, Saint-Pierre-et-Miquelon, la question aussi de la flambée des prix et plus précisément du fioul domestique est très prégnante. Où en est ce dossier? Je sais que vous avez interpellé à plusieurs fois le gouvernement sur l'accompagnement sur lequel il s'était engagé. Où en est-on dans ce dossier? Pour juste avoir en tête la photographie de ce territoire, quand dans la France hexagonale on était à 5,36% je crois d'inflation en juillet 2022, Saint-Pierre-et-Miquelon on était déjà à 9,36%. Donc ça vous donne déjà l'ordre de grandeur. Le prix du fioul à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les ménages, le fioul domestique pour le chauffage des maisons en Amérique du Nord, c'est quasiment 30 à 40%, plus près des 40% de votre budget. Et quand vous savez que sur une année, entre 2021 et 2022, le prix du litre est passé de 65 centimes à 1,20 €, vous comprenez tout de suite qu'il y a une explosion pour les ménages et qu'on est en fragilité. On a nous demandé de manière générale, l'ensemble des élus, un blocage du prix du fioul par l'État qui fixe le prix des hydrocarbures à Saint-Pierre-et-Miquelon à 0,65 centimes afin d'avoir une espèce de matelas pour l'ensemble de la population. Ça n'a pas été étudié, effectivement, vous l'avez dit, dans l'audition du 6 octobre au Sénat, j'ai posé la question à Jean-François Carenco d'étudier de manière plus approfondie ce blocage du prix du fioul. Le ministre s'y est engagé. Sans réponse de la part du gouvernement, le député Stéphane Lenormand et moi avons relancé Gérald Darmanin et Jean-François Carenco sur le sujet. Et j'espère évidemment que dans les semaines qui viennent, parce qu'on est rentré dans l'hiver, on va rentrer dans l'hiver. Et si vous voulez, en termes d'anticipation, on n'y est quasiment plus. Donc on va encore peut-être réagir en toute hâte avec un peu de crédit pour donner aux gens pour passer l'hiver. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on soit dans l'anticipation. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on n'ait pas de réponse claire. Si ce n'est pas possible, il faut nous le dire. Et si c'est possible, il faut aussi nous dire dans quelle mesure et quand une décision de cette nature peut être prise. Toujours à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a aussi la question du développement économique, notamment par la mer, par le secteur maritime. Où en est-on du dossier du port de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était un gros dossier du territoire? Aujourd'hui, où en est-on? Alors c'est vrai que ce dossier était complexe parce qu'il ne concernait pas que Saint-Pierre-et-Miquelon, il concernait l'environnement régional et puis l'environnement international du transport maritime. À l'époque où il a été créé, imaginé par les porteurs privés quand même, il faut quand même le rappeler, ce ne sont pas les acteurs publics qui l'ont mis en place, mais les acteurs privés, et je pense qu'il faut le saluer en termes d'investissement. C'est vrai que le secteur international du transport maritime se portait mal et commençait à se restructurer. Et puis les principaux acteurs, si je prends l'acteur CMA-CGM à l'époque, était super endetté puisqu'il avait 1 milliard d'euros de dette, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec la crise que nous avons connue. Donc ce dossier, finalement, à un moment donné, il n'a pas réussi à trouver des porteurs, je dirais des transporteurs qui soient intéressés à venir dans le secteur, parce que ça demandait un investissement de plus de 300 millions dans la région, ce qui nécessitait d'ailleurs que le gouvernement français puisse prendre une position très claire sur la place de Saint-Pierre-et-Miquelon dans cet environnement géopolitique, parce que c'est aussi comme ça qu'il faut poser la question. Et puis derrière, sur le plan économique, visiblement, le timing n'était peut-être pas favorable à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on re-questionne la capacité des transporteurs maritimes, évidemment, le secteur du transport a été bouleversé par les crises successives, Covid, puis la crise notamment liée à la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai aussi que les transporteurs maritimes se sont considérablement désendettés et que la situation n'est peut-être plus la même. Je ne sais pas aujourd'hui si les acteurs privés sont en capacité de reporter à nouveau ce projet et de re-questionner l'intérêt que ça peut représenter. En tout cas, c'est aussi ce que j'ai demandé au ministre de la Mer
quand nous l'avons rencontré avec le président de la collectivité et le député, c'est quelle vision l'État porte sur le positionnement de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la stratégie maritime nationale. C'est d'ailleurs la question que le Sénat a récemment posée au travers d'un rapport d'information sur la place des Outre-mer dans la stratégie maritime nationale française. Ce qu'on ignore aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement que la France est une puissance maritime. La France n'est pas une puissance maritime, la France est un espace maritime. Elle peut devenir puissance si elle y met les moyens et si elle affiche haut et fort sa volonté de faire des Outre-mer les fers de lance de la France partout où ils se trouvent. Très bien. Sur cette, oui, vous avez embrayé sur ma question de stratégie maritime, on va y revenir. Au Sénat, les sénateurs vont examiner le budget Outre-mer, mais aussi le projet de loi de finances. Vous, à quel dossier, à quel amendement vous serez attentif? Alors, de manière générale, il faut quand même dire que l'ensemble des parlementaires ultramarins se sont plutôt concertés. Donc on est très proche évidemment sur l'aspect économique des sujets qui nous remontent de la FEDOM. Donc on porte quasiment tous ces amendements. On a commencé d'ailleurs à les évoquer. Et puis les collègues qui eux sont concernés plus par tout ce qui est logement social, et tous les territoires ne sont pas forcément concernés par le logement social, ont porté des amendements également, travaillé avec les bailleurs sociaux des territoires. Donc on peut dire qu'il y a la thématique économique, la thématique du logement social et puis la thématique financière des collectivités au travers des contrats quorum, notamment grâce au sénateur Passion qui avait fait des propositions avec Teva Rohfritsch sur ce sujet-là. Donc on a trois grandes thématiques, bien évidemment, sur lesquelles tous les parlementaires ultramarins sont mobilisés. Et moi, évidemment, j'accompagne le mouvement au travers des différents amendements qui sont proposés. Pensez-vous que le gouvernement a fait passer un certain nombre d'amendements par le 49.3 à l'Assemblée nationale? Pensez-vous que vous allez être entendu cette fois-ci au Sénat? Écoutez, j'ai presque envie de vous dire, sur le plan politique, on est quand même, c'est une épreuve de test. Entre les déclarations, vous savez, on dit souvent qu'en amour, ça ne se passe pas de présence, mais il faut des présents ou des preuves d'amour. Eh ben, on verra si effectivement les déclarations du gouvernement vont se traduire au travers d'ailleurs des amendements. Certains amendements ont été passés déjà sur le projet de loi de finances au Sénat contre l'avis du gouvernement. On verra avec la navette et peut-être un risque de 49.3 au retour à l'Assemblée, si le gouvernement voudra ou pas conserver les avancées qui ont été proposées par les parlementaires ultramarins et qui sont de mon point de vue complètement justifiées au regard des réalités que nous vivons sur nos territoires. On évoquait par exemple des crédits d'impôt en Martinique qui sont réservés parfois à certains quartiers de villes, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a de l'habitat indigne, entre guillemets, ou social qui mériterait ces crédits d'impôt, mais qui se situe en dehors de ces environnements juridiques et des villes. Et je pense qu'il faut pouvoir étendre le dispositif. Là, c'est juste une question de bon sens. Et j'espère que le gouvernement sera attentif au message qui a été porté par les parlementaires. On revient sur cette relation entre gouvernement et collectivités locales. Beaucoup de maires se plaignaient de ne pas être assez entendus ou avoir une relation quelquefois un peu distendue avec les membres du gouvernement. Vous, comment vous analysez cette relation? Je pense que de manière générale, effectivement, l'ensemble des élus parfois regrettent la nature de la relation qui existe avec l'État local, donc déconcentré, parce que les sujets, premièrement, sont multiples, ils sont complexes. Et qu'on se rend compte vraisemblablement que sur certains territoires, les services de l'État ne sont pas dimensionnés par rapport aux enjeux. Ou peut-être sont-ils surdimensionnés en termes de champ de compétences par rapport aux compétences humaines qu'ils ont eux-mêmes au sein de leur service. Et on ne peut pas demander à quelqu'un, quel qu'il soit, fonctionnaire d'État ou autre, d'être compétent sur tous les dossiers. Et donc ça pose la question quand même du périmètre de l'action de l'État sur nos territoires. Est-ce qu'il faut le restreindre? Est-ce qu'il faut le faire évoluer pour faire en sorte que on soit meilleur sur moins de dossiers et qu'on trouve une autre manière d'aborder les choses. Alors Serge Letchimy a fait des propositions parce que la Martinique est très en avance sur le sujet. Ces réflexions vont très loin d'ailleurs. La question se pose sur d'autres territoires, mais ce ressenti, il existe ailleurs. Moi, j'étais quand même assez effaré de voir des maires de petites collectivités qui nous disaient ne pas pouvoir disposer d'une ingénierie pour des projets, alors qu'en réalité, sur chacun de nos territoires ultramarins, l'agence de cohésion des territoires, qui a été mise en place à l'initiative du groupe auquel j'appartiens, le groupe Rassemblement démocratique social européen, le RDSE, devrait normalement trouver un écho sur ces territoires. Et donc là, ça questionne quand même la capacité de l'État
à pouvoir apporter ces réponses. C'est essentiellement, quand on dit que l'État est facilitateur, c'est de là qu'on doit trouver effectivement cette ingénierie. On ne demande pas à l'État de faire à la place des élus, on demande simplement de leur montrer la voie. Et c'est vrai que je suis assez inquiet de constater quand même que des petites collectivités ne trouvent aucune réponse, alors que c'est ce que j'ai proposé hier pendant ce congrès cet après-midi au Sénat, c'est de venir vers les délégations des collectivités au Sénat et la délégation sénatoriale aux Outre-mer pour que nous puissions aiguiller ces collectivités en tant que de besoin sur les bons interlocuteurs pour apporter les réponses. Et c'est aussi ça notre rôle. Vous avez parlé, vous avez souligné cette question de décentralisation, déconcentration. Vous faites partie du groupe du travail mis en place par le Sénat, notamment sur ce sujet, avec 3 volets importants que vous avez évoqués, la finance locale, la déconcentration et la différenciation. Pour vous, sur ces 3 thèmes, quelles sont les marges de manœuvre qu'il faut faire avancer pour les collectivités outre-mer? Alors, la première chose, effectivement, je vais rapporter au groupe décentralisation qu'a installé le président Larcher les préconisations que la délégation fera au travers des auditions. Aujourd'hui, je suis très prudent quand j'en parle parce qu'en réalité, on constate que les réalités ultramarines sont diverses et variées, que les demandes des collectivités sont différentes, chacune en ce qui les concerne, et qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire que la solution, c'est celle-ci. Premièrement, ça n'existe pas. Je crois avant tout que le Sénat doit s'assurer que chacune des collectivités soit en capacité d'exprimer un besoin. Et après, vous savez, la manière d'y arriver juridiquement, c'est un autre sujet. Mais on est vraiment là, nous, sur l'expression des besoins. On souhaite vraiment que les élus se posent des questions. Certains se sont saisis eux-mêmes de ce dossier, sans même que le Sénat, avant même que le Sénat relance les travaux sur le rapport de Michel Magras sur la différenciation en Outre-mer que nous avions adopté au sein de la délégation en 2020. Et donc, il nous paraît important aujourd'hui de prendre ce temps de la réflexion, d'expliquer aux élus qu'il n'est pas question pour le Sénat d'orienter les débats. Nous sommes là simplement pour nous assurer que ce qui va à un moment donné arriver ou pas d'ailleurs sur le plan législatif, parce que la réforme constitutionnelle qui a été évoquée, c'est avant tout une volonté du président de la République et pas une volonté du Sénat. Le Sénat se doit d'être prêt au moment où les collectivités voudront se mettre en mouvement pour celles qui le souhaiteront. Moi, j'ai entendu par exemple certains élus de Mayotte lors de cet après-midi au Sénat nous dire qu'ils ne souhaitaient pas évoluer dans leur statut, ils souhaitaient avant tout qu'on mette en place l'intégralité de ce qu'implique la départementalisation. Je pense que c'est un souhait légitime et vous voyez, c'est un exemple type du fait que les solutions vont être différentes et qu'il n'y a pas de position dogmatique au sein du Sénat. Bien au contraire, on est avant tout là pour faire en sorte que la volonté des élus se traduise concrètement sur le terrain, parce que l'objectif final, il est simple, c'est de permettre à chaque collectivité d'être au service de ses administrés. C'est le service qu'on rend à nos concitoyens. C'est ça la finalité. Ce n'est pas des réflexions théoriques sur la Constitution, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer ou pas le fait que les lois s'appliquent, que parfois elles nécessitent une adaptation réglementaire ou législative sur nos territoires et que l'ensemble des acteurs s'en saisissent. D'accord, très bien. Justement, concernant ce dossier, vous avez souligné par exemple les différences entre Mayotte qui, par la voix du sénateur Soali, qui disait qu'eux, ils ont peur de ça leur fait peur de parler de cette évolution statutaire, ils sont plus à renforcer leur départementalisation. D'autres élus ont évoqué une boîte à outils au sein d'une loi. Est-ce que pour vous, une boîte à outils dans laquelle chaque collectivité piocherait ce qui lui convient, est-ce que vous partagez cette idée? Oui, parce que je pense que ça permet en fait à celui qui en éprouve le besoin à un moment donné de se servir de la boîte à outils. Si par exemple on imagine une évolution et qu'une collectivité nous dise à un moment donné, à un instant T, je n'ai pas besoin de cette boîte à outils, elle ne l'utilisera pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas agiter de peur inutile sur le sujet. On est là surtout, enfin, personne ne perdra rien. Je pense que la volonté de notre réflexion telle qu'on l'a initiée, c'est quand même de se dire, est-ce qu'on peut améliorer les choses? Est-ce que vous avez, et j'ai quand même entendu systématiquement de la part de l'ensemble des élus, une volonté de faire avancer les choses. Peut-être que ça ne se situe pas au niveau de la Constitution, peut-être que ça se situe au niveau du code électoral. Si on prend le découpage, par exemple, en canton en Mayotte, j'ai entendu cette revendication. Je ne suis pas légitime à porter cette demande, mais je le constate en tout cas. Donc il y a des réponses de nature différente et je pense qu'il ne faut vraiment pas se bloquer. Une réforme constitutionnelle, il en arrive une tous les 15-20 ans. Le président de la République a émis ce souhait. Je ne sais pas si toutes les collectivités voudront évoluer. D'ailleurs, ce n'est même pas le sujet. Nous, ce qu'on dit simplement au Sénat, c'est que si vous le souhaitez le faire, on saura vous accompagner. Et s'il faut mettre en place une boîte à outils,
on est prêt à la construire à vos côtés. On est prêt à la construire à vos côtés, mais je n'oublie pas non plus que le gouvernement a lancé une initiative sur chacun des territoires avec un certain nombre de groupes de travail, de thématiques. Et l'objectif du gouvernement est simple, c'est de se dire on va traiter l'ensemble de ces 8 dossiers prioritaires et si on se rend compte au bout du bout qu'il faut une révision, une adaptation du statut de chaque territoire, alors le gouvernement se posera la question. Vous voyez qu'on n'est quand même pas au début d'un processus. Au bout d'un processus, en l'occurrence, on est plutôt au début d'une réflexion. Et je pense qu'il faut se prendre le temps. Ce n'est pas la peine de se hâter sur ce sujet. Il est sensible. On sait que nos populations sont éloignées parce que c'est un sujet qui est technique, qui peut faire peur. Et je pense qu'il ne faut pas agiter les peurs. Je pense qu'il faut aborder ça de manière sereine, de manière pragmatique. On est là surtout pour faire en sorte que nos collectivités d'outre-mer puissent répondre aux besoins de nos populations d'outre-mer. Justement, et toujours sur ce sujet, la délégation a également lancé des auditions. Comment ces travaux vont compléter ceux du groupe de décentralisation mis en place par le Sénat? En réalité, ces travaux d'audition et de réflexion vont nous permettre de réactualiser le rapport de Michel Magras. Donc nous allons faire un nouveau rapport. Et donc j'aurai le plaisir de rapporter en fait ce rapport au groupe décentralisation, en accord avec ce groupe et la commission des lois, puisque c'est le président de la commission des lois qui est rapporteur du groupe décentralisation sous l'égide de Gérard Larcher, c'est d'adopter un certain nombre de préconisations sur l'outre-mer, exactement comme ça s'est fait en 2020. La délégation outre-mer avait adopté le rapport de Michel Magras. Michel Magras était rapporteur au sein de ce groupe décentralisation et avait préconisé quelques pistes de réflexion au sein de ce groupe décentralisation, et c'est exactement le même schéma qu'en 2020. Quels sont les autres dossiers que la délégation sénatoriale va s'atteler après ces 2 gros dossiers des déchets, de l'évolution statutaire, institutionnelle? La semaine dernière, donc, j'ai réuni mes collègues de la délégation pour échanger justement sur le programme de travail pour l'année à venir, puisque tout ça, ça s'organise, parce qu'il y a forcément des déplacements aussi à organiser. On a décidé d'arrêter deux grandes thématiques d'études. La première qui est très liée d'ailleurs à l'activité récente et à l'actualité notamment de l'augmentation du prix des billets d'avion qu'on observait sur certains territoires ultramarins liés aux différentes crises successives. Donc on va avoir un sujet sur la continuité territoriale avec 2 rapporteurs qui ont été nommés, Catherine Conconne et Guillaume Chevrolier. Et puis on va avoir un rapport d'information, et là on se projette plus sur l'autonomie alimentaire des Outre-mer, sur le foncier agricole disponible en Outre-mer, qui est un véritable sujet, avec là aussi 2 rapporteurs, Thani Mohamed Solidi, le sénateur de Mayotte, et Vivette Lopez. En plus de ça, puisque nous essayons de croiser nos travaux avec nos collègues du Sénat, nous avons convenu avec la délégation aux droits des femmes de mener un rapport d'information qui m'intéresse et dont je serai rapporteur pour la délégation avec Victor Jasmin, sur la parentalité en Outre-mer. Donc c'est un rapport conjoint entre la délégation aux droits des femmes et la délégation aux Outre-mer, puisque la délégation aux droits des femmes s'intéresse beaucoup au sujet ultramarin. Et donc ça fait partie des 3 thématiques que nous aurons à couvrir sur l'année 2023, avec évidemment, comme d'habitude, vraisemblablement des conférences. Une première sur l'état du droit en Outre-mer, que nous montons de manière conjointe avec nos homologues de l'Assemblée nationale. Il y a là aussi une volonté affirmée et affichée que nos chambres puissent travailler intelligemment sur des sujets d'intérêt commun. Je pense que là, on a beaucoup à s'apporter les uns et les autres, et je pense que c'est bien comme cela que la relation s'est établie avec mon homologue, M. Brotherson, que je remercie, parce que voilà, il y a un esprit d'ouverture, et j'apprécie vraiment qu'on puisse avoir cet échange-là. Ce n'est pas la peine de répéter des rapports d'information entre nos délégations, il y a suffisamment de sujets en Outre-mer pour nos populations. Et puis, vraisemblablement, des tables rondes plus thématiques qui vont avoir lieu dans le courant de l'année, avec notamment un aspect sur le suivi des travaux et des rapports d'information, puisqu'on l'a fait au mois de juillet dernier sur le rapport des risques majeurs, par exemple, et en octobre, on a réinterrogé le gouvernement sur les 100 préconisations qui avaient été mises lors des 2 rapports d'information pilotés par Guillaume Marnel, mon collègue du groupe RDSE. Et donc le gouvernement nous a fait un état des lieux de l'avancée des réflexions sur les différentes recommandations. Et je pense que ça fait partie également de la politique du Sénat aujourd'hui sur le suivi des rapports d'information, d'avoir des documents qui assurent une traçabilité, pour ne pas que les gens aient le sentiment qu'on fait un rapport d'information et qu'à un moment donné, il dort sur un bureau ou dans un tiroir. Non, bien au contraire, ce sont des rapports qui sont vivants, et au sein de la délégation, nous assurons des auditions qui nous permettent de faire ce suivi. C'est l'activité de contrôle normale du Parlement sur le gouvernement.
On va revenir sur le sujet du logement. Lors de son discours devant le Congrès des maires, le ministre délégué Jean-François Carenco a parlé en quelque sorte de revoir le programme logement outre-mer, le rendre plus simple et adapté aux réalités du territoire. Pour vous, quels sont les curseurs à bouger là aussi, que ça soit plus efficace pour mieux construire outre-mer et plus durablement? Alors, je suis déjà heureux, au titre de la délégation, d'avoir entendu ces éléments de langage du ministre délégué Jean-François Carenco, de dire que ça ne me surprend pas puisque c'est le constat auquel la délégation était arrivée quand elle a restitué son rapport sur le logement en outre-mer. Et donc il y a à peu près une quarantaine de préconisations sur ce dossier, plus d'une quarantaine de recommandations, il y en a 77 en l'occurrence. Et notamment, un des grands thèmes que nous avions identifié, c'était de territorialiser la politique du logement outre-mer. C'est de mieux impliquer au niveau national les acteurs sur chacun de nos territoires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a une absence de présence d'ultramarins dans les instances internationales qui interviennent pourtant sur les territoires. Et donc la territorialisation fait partie des enjeux. Le fait de faire des outre-mer également au travers de cette politique du logement, puisque comme vous le savez, 15% des personnes occupent un logement social alors que 80% de la population pourront en bénéficier. On a 110 000 logements qui sont assimilés à de l'habitat indigne. Donc il y a un effet de levier financier à trouver et puis un effet de levier technique pour simplifier les procédures. Quand vous initiez un projet aujourd'hui, il vous faut quasiment 4 ans, quand les choses se passent bien, pour le voir aboutir. Les populations n'ont pas le luxe, effectivement, toujours d'attendre. Et donc, nous, on est très demandeurs d'être associés à l'élaboration de ce nouveau plan logement outre-mer, ce qu'on appelle les PLOM. On avait apporté des éléments critiques de manière très objective de la délégation sur le ressenti que nous avions de cette politique jusqu'ici. Si le gouvernement annonce un changement de braquet, nous serons évidemment attentifs à faire en sorte que ce changement de braquet, il se traduise sur nos territoires par des choses qui avancent et pas des reculades. Donc ce sera vraiment pour nous un véritable enjeu d'être associés et de rendre compte pour faire en sorte que les préconisations que nous avions émises, mais on n'a pas la prétention de détenir la vérité sur ce sujet, puissent se traduire à un moment donné dans la politique arrêtée par le gouvernement. Dernière question, dans le cadre de vos exercices de fonction en tant que sénateur et président de la délégation, selon vous, auprès de vos collègues non ultramarins, sénateurs non ultramarins, quel regard ils posent sur les outre-mer? Est-ce que vous devez encore, en tant que sénateur ultramarin, toujours continuer ce travail de mieux expliquer comment les ultramarins vivent, quelle est la différence avec l'Hexagone? Oui, c'est un travail incessant, on le dit souvent. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que la délégation sénatoriale aux Outre-mer est composée à parité de sénateurs de l'Hexagone et de sénateurs ultramarins, parce que ce sont nos ambassadeurs. Il faut quand même regarder la composition de l'hémicycle quand on va arriver à la mission Outre-mer du budget 2023. Vous verrez que vraisemblablement, il y aura quasiment que les sénateurs ultramarins ou très peu d'hexagonaux. Et notre enjeu quand même, c'est de faire en sorte que l'Outre-mer, ce ne soit pas ceux qui coûtent cher, mais également que nos collègues hexagonaux puissent porter cette parole. Et plus on les associe à nos travaux, c'est pour ça que systématiquement on a un rapporteur hexagonal et un rapporteur ultramarin sur tous nos travaux, plus on en fait des ambassadeurs et plus il y a une meilleure compréhension également de nos réalités locales. Il n'y a que comme ça demande du temps, de la persévérance. Et puis il faut quand même le dire, sur la mission Outre-mer, c'est que ce n'est que 10% des crédits alloués aux Outre-mer. On est quasiment à 2 milliards alors qu'on a 26 milliards de crédits qui sont alloués aux Outre-mer et qui sont dispatchés dans tous les autres ministères, dans toutes les autres missions. Et donc c'est vrai que c'est un peu stigmatisant d'avoir cette mission Outre-mer qui arrive dans le budget parce que finalement on a le sentiment que tous les parlementaires ultramarins se réunissent à ce moment-là, quand en réalité on est concerné par l'ensemble des dossiers. Et nous, ce qu'on aimerait évidemment, c'est que la parole soit portée par d'autres partenaires. C'est aussi pour ça qu'on croise le regard, par exemple sur la parentalité, avec la délégation aux droits des femmes, qui n'a pas vocation exclusive d'intervenir dans l'Hexagone, mais là pour le coup, il y a une volonté d'aller en Outre-mer, d'aller à la rencontre de l'Outre-mer, parce que tout simplement l'Outre-mer c'est la République, et qu'on doit aussi à nos populations cette considération républicaine et parlementaire. Pour moi c'était l'ensemble des questions. Est-ce que un petit mot pour la fin, un message à faire passer? Écoutez, on traverse des moments difficiles. L'Outre-mer n'est pas épargné, bien évidemment. Il y a des problèmes qui se posent sur chacun de nos territoires, des problèmes de sécurité, des problèmes d'immigration, des problèmes de développement économique, de logement. Et moi, j'espère vraiment que dans cette volonté affichée par le gouvernement de refonder la relation avec les Outre-mer, j'espère qu'on va dépasser la sémantique et les mots. Et j'espère que ça va se traduire dans les actes. Parce que c'est vraiment là que la population nous attend. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans 5 ans, il y a un enjeu démocratique. C'est de reconstituer le pacte républicain et de faire en sorte que nos concitoyens ultramarins retournent aux urnes
pour voter vers les mouvements républicains. Moi, j'ai mal à mon cœur quand je vois le résultat des élections présidentielles, mais il ne m'étonne guère, puisque la classe politique traditionnelle a déçu nos concitoyens parce qu'on n'a pas su apporter des réponses à nos concitoyens. Et que cette responsabilité, on doit l'endosser et surtout changer de braquet pour apporter ces réponses. Donc j'espère vraiment que cette volonté de refondation affichée par le président de la République et qui devrait se traduire au travers de l'action du gouvernement se traduira concrètement pour nos concitoyens. Nous le verrons très vite, puisque sur tous nos territoires, il y a souvent le feu. Merci beaucoup.